Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré au preview de la saison 2025. Aujourd'hui, je suis avec un revenant entre guillemets, Gus. Salut Gus. Salut Baptiste, salut tout le monde. J'espère que tu vas bien et si tu es là, c'est bien sûr pour parler de tes Fighting Irish de Notre-Dame. Gus, ça me fait plaisir de t'avoir au micro. On sait que tu as pris un peu de recul vis-à-vis du podcast. Mais en tout cas, voilà, ça me fait plaisir de faire cette preview avec toi d'une équipe de Notre-Dame qui a quand même des autres ambitions cette année après la formidable saison de la saison dernière. Gus, ce que je te propose dans un premier temps, c'est de faire un petit récap de cette année 2024 pour Notre-Dame, une année avec des hauts et des bas, avec un bas vraiment très bas, mais des hauts très hauts, et malheureusement une dernière marche peut-être là aussi un peu trop haute pour le titre national. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la saison, Notre-Dame a perdu en finale nationale contre Ohio State, mais avant ça, il y avait une très belle saison malgré une défaite contre Northern Illinois qui a fait un petit peu tâche, hein, Gus, on peut dire ça comme ça. C'est ça, et c'est pour cette raison qu'il sera difficile de respecter tes consignes, parce que la saison 2024 a été exceptionnelle en tout point de vue. Alors d'abord, elle avait commencé magnifiquement bien avec une victoire à College Station face à Texas A&M dans un match défensif et très âpre. Puis la semaine suivante, alors que nous étions 5e à l'A-People, défaite face à une équipe de MAC comme l'année précédente face à Marshall, cette fois-ci face aux Huskies de Northern Illinois. 16-14, alors Notre-Dame commence la saison avec un bilan de 1 victoire et 1 défaite. Et soupe à la grimace, dépression, moment très compliqué à vivre. Mais à partir de cette défaite, en fait, l'équipe s'est améliorée de rencontre en rencontre pour aligner 13 victoires consécutives jusqu'à la finale nationale. Alors bien sûr, les victoires éclatantes face aux académies militaires Army et Navy, puis le premier tour à domicile pour les playoffs face à Indiana, là aussi un score en trompe-l'œil puisqu'on menait une trentaine de points à 0 à 5 minutes de la fin. Le Sugar Bowl, c'est-à-dire le quart de finale face à Georgia, champion de la SEC, qui était alors classé deuxième à l'A-People, match remporté à la Nouvelle-Orléans. Puis une demi-finale, là aussi, avec un scénario dingue, j'exagère peut-être, mais du moins pour un fan de Notre-Dame, un match dingue. Penn State qui était classé sixième par le comité. Cette victoire à l'Orange Bowl nous a permis de rejoindre la finale nationale et de perdre face à Ohio State sur le score de 34-23. Alors 34-23, c'est parce que nous avons fait une remontada dans la fin du troisième quart-temps et durant le quatrième quart-temps, de manière à croire jusqu'à une réception de Jeremiah Smith que nous pouvions le faire. Parce qu'à la fin de la première mi-temps, je me rappelle plus exactement, mais je crois qu'il y avait 31-7. Enfin, j'ai même pas envie de m'en rappeler, pour être honnête avec vous, j'ai regardé aucune image depuis. Ce qui fait que cette saison 2024 a été une franche réussite. Cette défaite face à Northern Illinois a participé, j'ai envie de dire, à ce scénario, nous a servi pour nous relever et à enclencher une dynamique très positive à Notre-Dame que l'on ressent notamment dans le recrutement ou même dans la perception qu'ont les gens du programme maintenant que Marcus Freeman y est. Une image un petit peu moins désuète, je devine. Bref, une saison exceptionnelle où nous remportons 2 bowls du Nouvel An, le Sugar et l'Orange Bowl. Je rappelle que ça faisait depuis 1994 que nous n'avions pas remporté un bowl du Nouvel An. Et cette victoire contre le top 25, ça sera difficile de faire aussi mieux cette année, mais il y a des arguments en la faveur. Tout à fait. C'est vrai que j'ai vu cette stat passer. C'était dingo de se dire que vous n'aviez pas remporté de bowl majeur depuis la saison 93, enfin 92, pardon. 93, pardon. C'est assez dingue quand on voit le pédigré du programme. Donc voilà. Donc effectivement, il y aura de quoi faire quand même cette année. Est-ce qu'il y a eu des mouvements majeurs à l'intersaison? Alors vous avez perdu votre cordeau défensif, hein, c'est ça qui est parti, Al Golden qui est parti du côté des Bengals, je crois, en Pour prendre le NFL. même poste, effectivement, et qui a été remplacé par Chris H, ancien coach de Rutgers et qui avait été coordinateur défensif du côté de Texas. Là aussi, un profil qui colle à celui d'Al Golden, peut-être pas des grands recruteurs, mais de bons tacticiens. Marcus Freeman réutilise
La même stratégie, à vrai dire. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, que des bons échos. On sait que ça avait été un petit peu compliqué avec Rutgers et Texas, notamment d'un point de vue relationnel. Peut-être que là, l'institution ou alors le cadre dans lequel il est à South Bend permettra de mettre ses défauts de côté. Très bien, très bien. Est-ce que du côté du recrutement, que ça soit lycéen ou du portail des transferts, est-ce qu'il y a eu des mouvements majeurs qu'on pourrait souligner? Alors, non, pas particulièrement. Certes, une bonne classe de recrutement, la 12e du pays en total et en moyenne, avec un 5 étoiles. Je prends les classements de 247 Sport. Will Black, un offensive tackle, et 10 joueurs du top 300. Ce qu'il faudra regarder, c'est surtout la classe 2026, donc celle de l'année prochaine, où là, celle-ci est exceptionnelle et terminera très certainement dans le top 5 du pays, ce qui est une véritable performance à Notre-Dame, bien que nous soyons habitués à être entre la 5e et la 13e place. Ok. Est-ce qu'il y a eu des pertes dans le sens d'arrivée, donc rien de notable, on va dire, mais est-ce qu'il y a eu des pertes de joueurs majeurs qui sont partis sur portail des Oui, transferts, par exemple? en NFL, forcément, quand on fait des bonnes saisons comme ça, les joueurs partent, mais ce n'est pas pire que certains programmes comme Ohio State. Alors évidemment, si vous suivez un petit peu la NFL, maintenant vous allez connaître Benjamin Morrison, le cornerback, mais qui n'avait pas joué toute la saison, quasiment. Xavier Watts, notre safety, qui avait remporté le Nagurski Award, mais qui n'avait jamais remporté le Jim Thorpe, ce qui est paradoxal. Riley Leonard, notre quarterback, et nos joueurs de ligne défensive à l'intérieur, Riley Mills et Howard Cross. Mais sinon, à part ça, il y a eu peu de départs sur le portail des transferts, peu d'arrivées, ou du moins que je détaillerai dans la présentation de l'effectif. Ok, très bien, très bien. Donc une intersaison relativement calme. Des fois, ça fait du bien pour les programmes d'avoir une intersaison un petit peu calme. On va dire qu'elle est calme. Si on compare, on va dire, un peu au tumulte du college football et notamment de tout ce qui se passe autour du portail des transferts. Après, on a quand même perdu notre coordinateur défensif et notre coach des running back qui allait prendre le même poste aux Raiders. Je précise juste qu'on a débauché le coach des running back de Penn State, qui est là aussi Jadjuan Seider, qui est à mon sens une très bonne prise parce que c'est le coach des running back de Penn State qui ne sont plus à présenter. C'est surtout au niveau du coaching staff, voilà, où il y a eu des ajustements à faire, mais d'une manière générale, la structure reste la même, très peu de départs. C'est pourquoi on peut envisager la saison 2025 avec de l'optimisme parce qu'il y a de la stabilité. Et peut-être avant de passer à l'effectif, Baptiste, parler du contrat de calendrier avec Clemson. Ouais, tout à fait, oui, Notre-Dame tout à a fait. signé durant l'intersaison un contrat de 12 ans avec les Tigers. Nous les rencontrerons entre 2026 et 2037. Là aussi, un accord de circonstance. Notre-Dame a besoin d'alourdir, de rendre un petit peu plus difficile son calendrier. Et Clemson a besoin, tout comme l'ACC, voilà, de garder Notre-Dame et d'autres programmes qui ne sont pas en Big Ten et en SEC, un peu dans son escarcelle, de faire des partenariats avec ceux-là. Et ce contrat répond vraiment à cet objectif. Et petite question, est-ce que ça fait partie c'est un alinéa du contrat que vous avez avec les CC ou c'est juste, ou c'est indépendant, ça rajoutera un match avec les 5 que vous avez, 5 ou 6 que vous avez avec les CC chaque année? C'est indépendant, ça se rajoutera aux Ok, 5 matchs ça. de l'ACC. Après, je devine que c'est le genre voilà, c'est le genre quand même de données qui peuvent faire l'objet de modifications. Ça pourrait Évidemment. très bien s'intégrer dans le contrat que nous avons avec l'ACC, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok. Donc tant mieux, hein, ça veut dire quand même, il y a eu des matchs mythiques ces dernières années entre Notre-Dame et Oui. Clemson, et tant mieux que ces programmes décident de se rencontrer plus souvent, parce que voilà, ils ont finalement tout à y gagner. On en discutait un peu en off avant d'enregistrer, et ces programmes ont tout à y gagner finalement à programmer, je pense, des gros matchs. Voilà, ça gonfle le calendrier, et si tu perds une grosse équipe, bah, c'est pas forcément
c'est pas forcément rédhibitoire non plus. Donc c'est plutôt cool de voir des programmes qui n'ont pas peur de programmer des gros matchs. Enfin, bisous à Indiana qui vient d'annuler une série contre je sais plus qui là, Virginia, je crois. Virginia. Virginia, ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc ça fait toujours plaisir quand on voit des choses inverses. Gus, on va rentrer dans le vif du sujet, une petite revue d'effectifs. On va commencer par l'attaque et notamment le poste de quarterback. Il y a un nom qui en venait dans toutes les bouches, forcément, c'est T.J. Carr. Est-ce qu'il sera titulaire? Et si oui, est-ce que tu peux un peu nous présenter son profil? Ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu un QB aussi peut-être excitant. Alors, je remets pas en cause Riley Leonard l'année dernière, mais c'était Non, plus non, un bien vieux sûr. briscard qu'un jeune loup, j'ai envie de dire. Mais voilà, ça fait longtemps quand même qu'on n'a pas eu un quarterback. On s'est dit, enfin un QB qui a de la gueule du côté de Notre-Dame. Donc bref, je repose ma question. Est-ce qu'il sera titulaire? Est-ce que tu peux un peu nous le présenter si c'est le cas? Eh ben, ce n'est pas sûr. Il est toujours en compétition avec Kenny Minchey, un joueur qui avait été un temps recrue de Pittsburgh. Et non, on ne sait pas encore. On attend de voir les entraînements cet été pour désigner un titulaire. Alors, je pense que ça sera CJ Carr, mais il y a des petits indices. Alors, vous pouvez les trouver futiles, mais qui nous laissent à croire que la compétition est plus serrée que prévu. Alors, soit c'est inquiétant parce que ça veut dire que Carr n'est pas assez bon, ou c'est une bonne nouvelle parce que c'est-à-dire que Kenny Minchey est justement un meilleur quarterback qu'on ne le pense. Du moins, Jeremiah Love, notre running back, joue avec Minchey en tant que quarterback sur CFB 26, sur College Football 26. Vous prenez cette information comme vous la voulez. Mais c'est vrai qu'on aimerait avoir un joueur comme CJ Carr, le petit-fils comment il s'appelait, Lloyd Carr, l'entraîneur de l'équipe de Michigan quand elle avait été championne, enfin co-championne en 1997. C'est son petit-fils. Parce que c'est un joueur, bon, déjà, qui sera redshirt freshman, ce qui veut dire qu'il nous laisse encore 4 années potentielles voilà, avec lui, et qui a un profil qui est clairement orienté vers la passe, contrairement au Riley Leonard ou au Tyler Buckner des années précédentes, ou qui étaient plus des coureurs que des lanceurs, n'ayons pas peur de le dire. Il nous a montré qu'il avait beaucoup de talent durant le Blue and Gold Game, c'est-à-dire le spring game, vous savez, les matchs qu'on commence à supprimer en college football au printemps. Je pense qu'il y sera, je pense que ça sera lui le titulaire, mais on n'est pas à l'abri, ce n'est pas sûr à 100%. Ouais, en plus on va parler du calendrier, mais il va pas falloir se tromper, vu la gueule des 2 premiers matchs. Il va pas falloir se tromper sur le quarterback titulaire. Le joyau de l'attaque, c'est bien évidemment Jeremiah Love, peut-être le meilleur running back du pays, sans voilà. Tu Oui, peux le je dire, pense. Gus, hein, c'est pas du tout un avis biaisé ou quoi que ce soit. Je pense qu'on est tous Même d'accord si là-dessus. c'est pas un workhorse running back, dans le sens où, comme un Ashton Genty, il dépassera pas les 2 milliards, c'est pas le type de profil, et puis nous avons aucun intérêt à le faire jouer autant. Donc tous ceux qui ont des aspirations d'Iceman Trophy, faut se rendre à l'évidence, c'est impossible. Impossible. Ça sera bien évidemment enregistré et monté en fin de saison pour être bien sûr que cette prédiction s'est réalisée. Au niveau de l'attaque, alors, donc on a parlé du poste de quarterback, du poste de running back, enfin, en tout cas du running back numéro 1. Il y a Jadarian Prince, hein, c'est ça, qui est aussi C'est ça. le running back numéro 2 et qui va être assez intéressant parce il a eu une jolie saison. Je pense qu'il y a un one-two punch intéressant du côté de Notre-Dame au sol. Ce sera exactement comme l'an dernier. C'est 2 joueurs en one-two punch, comme tu dis, avec derrière des sophomores ou freshmen très performants qui ne demanderont que à avoir du temps de jeu. Donc, de ce côté-là, le jeu à la course sera toujours aussi bon, d'autant plus que notre ligne offensive va aussi s'améliorer. Alors, il y a quelques jours, peut-être vous l'avez vu sur mon compte Twitter Notre-Dame France, qui s'appelle maintenant de Bleu et d'Or, que notre probable left tackle titulaire s'était blessé dans un accident de quad, fracture
de la partie supérieure du bras. J'ai pas le nom de l'os exactement. Ce qui fait qu'il devrait revenir en octobre. Alors c'est vraiment chiant parce que, comme tu l'as dit, on en parlera après, Baptiste, les 2 premiers matchs face à Miami et Texas A&M sont les plus importants de la saison. Ce qui est une nouvelle voilà, qu'on ne voulait pas avoir. On s'en serait bien passé. Mais d'une manière générale, la O-line sera au niveau. De très bons joueurs de O-line ont quitté le programme durant la fenêtre du portail des transferts pour aller dans d'autres bons programmes, Tennessee ou Wisconsin ou Nebraska pour ne citer que. Non pas parce que l'herbe était plus verte ailleurs, mais parce que les titulaires, en fait, sont trop forts. Et c'est un signe. Alors parfois, quand on perd des joueurs de ce calibre, on peut penser à une déliquescence du programme de telle escouade, mais là, c'est vraiment l'inverse. Notre 5 de devant, si je peux l'appeler comme ça, comme au rugby, sera très performant cette année. Et ça nous laisse croire encore à une très très grosse saison de Jeremiah Love et Jadarian Price. Donc on revient aux bases de Notre-Dame, une grosse ligne offensive et des coureurs qui sont bien protégés, ça marche. Du côté des postes de receveurs, est-ce qu'il y a des noms qui se détachent Alors, comme vous le savez, les ça se receveurs à progresse? Notre-Dame, c'est compliqué depuis des années. Là, ça va beaucoup mieux. La fin de saison a montré les talents de Jaden Gussaus, Jordan Faison, mais surtout, nous sommes allés chercher Malachi Fields de Virginia avec 808 yards et 5 touchdowns la saison précédente. C'était les mêmes statistiques en 2023. Et lui aussi, c'est un big body receveur, un peu pour ceux qui suivent notre run depuis des années à la Chase Claypool ou Miles Boykin. Il est annoncé très haut dans les classements des médias, peut-être un peu trop haut, ça m'inquiète, mais c'est sûr que notre escouade de receveurs s'est grandement améliorée. On ne peut pas en dire autant des tight ends, Baptiste, où là, contrairement aux années précédentes, on n'a pas vraiment d'alpha dog. Nous avons des bons joueurs, mais des joueurs qui ont été blessés longtemps. Par exemple, notre titulaire, Elijah Ridon, s'est fait 2 fois les croisés durant sa carrière, bien qu'il soit très très talentueux. C'est peut-être l'occasion pour les true freshmen de se montrer. Et là, je pense notamment à James Flanagan, qui pourrait, Flanagan, un bon Irlandais. Il n'y a rien qui ne s'invente, qui pourrait lui aussi avoir rapidement du temps de jeu. Très bien, très bien. Ouais, moi, je pense que le coup Malachi Fields est quand même bien joué de la part de Notre-Dame. Je pense qu'il y a quand même besoin, voilà, dans un monde de college football où il faut quand même une équipe de plus en plus complète. Voilà, ne pas recruter un gros receveur numéro un ou en tout cas un receveur, de la profondeur d'effectif sur le portail de transfert, ça serait une connerie. Et voilà, je pense qu'il y a un joli coup avec voilà, pas forcément quelqu'un qui va te faire une saison à 1500 yards, mais voilà, qui a prouvé à Virginia qu'il est capable de faire saison après saison des bonnes saisons. Donc je pense que c'est important Et puis, c'est d'admettre important aussi votre futur. d'avoir un receveur, notamment pour un quarterback débutant, Tout à fait. qui puisse remporter tu sais, les passes 50-50 sur les third down. Euh, c'est très important. Ouais, le but, ça sera de mettre effectivement le quarterback titulaire dans les meilleures conditions avec une bonne O-line et des receveurs sûrs. Côté de la défense, si je dis pas de bêtises, toute votre ligne défensive est partie ou enfin en tout cas n'est plus présente dans le programme. Par contre, au niveau de la secondary, c'est plutôt on va dire, des hommes d'expérience. Non, je dis peut-être des bêtises, mais c'est ce que j'ai vu à Non, droite à gauche. tu l'as bien résumé. Sur la ligne défensive, c'est surtout à l'intérieur où ça pourrait être compliqué, surtout que nous n'avons pas beaucoup de profondeur. C'est pour ça que j'identifie la ligne intérieure défensive dans la catégorie, bon, du moins je la catégorise dans la catégorie des incertitudes. Il y a des joueurs talentueux. On a recruté un joueur de ligne défensive de Louisville, Jaren Dawson, qui devrait être titulaire. Mais c'est vrai que si, comme l'an dernier, nous avons 1 ou 2 blessures, ça pourra très vite être compliqué. Par contre, sur les côtés, les edge, Boubacar Traoré, Bryce Young, Jordan Botelho, Tualamaka, Joshua Bornham, c'est profond au possible et très très talentueux. Donc de ce côté-là, on va être très bon pour aller attaquer le quarterback. Ce sera peut-être un petit peu plus dur sur le run-stop. On verra comment les ajustements de notre nouveau coordinateur défensif pourront voilà, remédier à ce problème.
Et sur la secondary, Baptiste, évidemment, alors bien qu'on perde Benjamin Morrison, mais Morrison, comme je l'ai dit au début du podcast, de l'épisode, n'a fait que quelques matchs cette saison. Il a été blessé très rapidement. Le true freshman Leonard Moore avait pris sa place avec brio et aujourd'hui, il s'impose peut-être comme le meilleur cornerback du college football, ou du moins il est dans la discussion. Vous le retrouvez dans tous les classements de pré-saison. Il sera accompagné de Christian Gray, lui aussi expérimenté, qui a fait une pass deflection à Texas A&M pour sceller le match, un pick six de 100 yards à USC pour sceller le match aussi, et l'interception face à Penn State en demi-finale à l'Orange Bowl pour sceller le match aussi. Donc un joueur très clutch. Chez les safety, évidemment, on perd Xavier Watts, mais le strong safety qui était à côté de lui reste. Et nous avons des joueurs plutôt talentueux qui devraient reprendre le flambeau, bien qu'ils soient impossibles d'atteindre le niveau qu'a eu Xavier Watts ces dernières saisons. Je rappelle, Xavier Watts, il a été le meilleur joueur de college football il y a 2 ans. L'an dernier, il pouvait encore prétendre à cette distinction avec ses statistiques. C'est le genre de joueur irremplaçable, même quand tu as tout le talent du monde. Et j'ai vu un truc assez marrant. Vous avez quand même 2 anciens Heisman du côté de la défense cette année, en la personne de Bryce Young et de Devonta Smith. C'est vrai. Voilà, donc c'est incroyable quand même. Je ne savais pas qu'effectivement, il leur restait des temps d'agilité, donc tant mieux. Mais voilà, bon, blague à part. C'est effectivement une belle équipe, notamment au niveau de la secondary, qui devrait quand même poser des soucis au quarterback adverse. Du côté des équipes spéciales, est-ce qu'il y a quelque chose de notable à noter, ou on peut passer directement? Comme les années précédentes, on continue à recruter sur les équipes spéciales depuis le portail des transferts. Comme au poste de nickel, tu as parlé de Devonta Smith qui devrait nous apporter encore de l'expérience. Et non, j'ai pas grand-chose à dire. Ça avait été compliqué l'an dernier, le poste de kicker, mais le reste des special teams avait été exceptionnel. Donc voilà, j'ai confiance en nos coachs pour qu'au moins nous gardions le même niveau. Très bien, très bien. Et ben c'est parti donc pour le calendrier et pour voilà, nos pronos sur la saison avec voilà, les forces et faiblesses et les questions qu'on pourra se poser par rapport à tout ça. Donc un calendrier 2025 qui est quand même hyper intéressant, avec pas mal de rencontres assez cool à jouer. Donc ça commencera dimanche, oui, ça sera joué la nuit du dimanche au lundi 31 août à Miami pour un match de rivalité qui va être très sympa à suivre. Vous avez une bye week derrière? Ah oui, vous avez une bye week, effectivement. Oui. Non, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ensuite, réception de Texas A&M en semaine 3. Ensuite, réception de Purdue. Un déplacement à Arkansas dans un duel contre une équipe de SEC qui va être intéressant. Ouais, Réception de attention. Boise State. Réception de NC State. Réception de USC. Un déplacement à Boston College. Réception de Navy. Déplacement à Pitt. Réception de Syracuse et déplacement à Stanford. Un calendrier rempli de petits pièges, mais quand même relativement abordable, avec des rencontres qui vont être quand même sympas à suivre. Moi, j'aime beaucoup ce déplacement à Arkansas, je trouve ça sympa. La réception de Boise State aussi. Enfin, je trouve qu'il y a, on va discuter en off, Gus, et je trouve que voilà, la capacité à Notre-Dame de programmer des matchs comme ça, avec des programmes un peu exotiques, entre guillemets, je trouve ça toujours cool. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce calendrier? Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est les 2 axes de l'analyse de ce calendrier. D'abord, qu'il est abordable. Alors, certes, on affronte Miami, Texas A&M, Arkansas et USC, mais il faut se rendre à l'évidence. Si on compare avec des calendriers de Big Ten et de SEC, et vous savez à quel point ça me fait mal de le dire, c'est sans aucune mesure similaire en termes de difficulté. Maintenant, c'est un calendrier à la Notre-Dame, donc le deuxième axe, avec évidemment ces 5 programmes de l'ACC. Ces matchs que nous négocions en fait tous les ans de notre propre chef, Boise State, Arkansas, Texas A&M, Purdue en Big Ten, des rivalités par-ci par-là avec évidemment Stanford, Navy, USC, Purdue, Miami, comme tu l'as dit au tout début, Catholics versus Convicts. C'est un calendrier qui est diversifié, on va aller partout dans le pays. Enfin, c'est un calendrier à la Notre-Dame, quoi. Et c'est vrai que tous les ans, je prends toujours autant de plaisir à regarder les matchs des Fighting Irish parce que ça me permet en fait de découvrir, on s'entend bien évidemment, plein de nouveaux programmes que nous ne rencontrerons plus pendant peut-être des décennies. C'est le cas d'Arkansas et de Boise State. Mais l'an prochain, nous affronterons aussi de nouveaux programmes que nous ne rencontrerons plus durant les prochaines décennies et ainsi de suite, ainsi de suite.
Ça nous offre voilà, une belle diversité et c'est pourquoi on s'ennuie un peu jamais, j'ai envie de dire, avec nos calendriers. De ce côté-là, c'est vraiment une force de Notre-Dame en toute modestie. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. Voilà, je trouve que ce panaché d'adversaires est quand même plutôt cool. Et le fait, en plus de n'avoir que 5 adversaires de SEC par an, fait que, bah, en fait, tu as l'impression de rencontrer jamais les mêmes. Donc, même de ce côté-là, c'est quand même plutôt cool. Euh, le début du calendrier, c'est très clairement. Voilà, pas là où ça va jouer la saison, mais pas loin quand même, parce que si tu bascules à 0-2, ce qui est possible, tout à fait possible au regard Oui, du pédigré des adversaires, bien sûr. là quand même, tu es quand même en difficulté pour la qualification au College Football Playoff, parce que qu'on soit très clair, Augustin, l'objectif c'est de retourner, de faire partie des 12, on est d'accord. Ah, et bien sûr, et de toute façon, ça sera l'objectif de Notre-Dame tous les ans pour du moment que ce nouveau modèle de playoff existera. Euh, L'objectif, c'est bien sûr les playoffs et même plus, passer le premier tour. L'équipe, il y a une stabilité quand même importante. On sort d'une saison où nous sommes finalistes national, le head coach reste, il y a peu de départs en NFL, peu de départs sur le portail des transferts, on s'est renforcé. Alors certes, il y a cette incertitude au poste de quarterback, mais quand tout le reste est, on va dire, aussi talentueux, bah, tu es obligé de viser ce premier tour, cette victoire au premier tour, et tout autre résultat serait une saison ratée pour Notre-Dame, et je pense pas trop me tromper en disant ça. Et comme tu le dis, ça passera par une victoire, au moins une victoire lors de ces deux premiers matchs, Miami ou Texas A&M. On sait que le premier match à Miami, bon, sera évidemment à guichet fermé et que le nouveau quarterback, il Ah, s'agisse ça de arrive ça, Sumika ou des de matchs Link. des matchs à Pardon? guichet fermé, ça arrive ça, des matchs guichet fermé à l'Orange Bowl, ça? Pour un Notre-Dame Miami, bien entendu, comme Ah, c'était le l'Orange cas Bowl, il y là, a. pardon, Hard Rock Stadium, pardon, excusez. Gus, la question qu'on se pose, c'est quelles vont être les clés de la réussite de Notre-Dame cette année? Est-ce que, voilà, a priori, on remplace quand même Riley Leonard qui avait un profil dual threat par un quarterback qui devrait être un pur passeur, donc ça risque, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est quand même moins des profils dual threat. Quelle va être la clé pour toi, notamment en attaque, pour une saison réussie de Notre-Dame? C'est offrir, on va dire, une sécurité relative à ce quarterback. Commencer la saison en jouant petit, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est de gagner. C'est pas de balancer 500 yards que sur des verticales. Donc, appuyer notre jeu au sol, insister dessus pour les premiers matchs parce que le début des calendriers est très difficile. Et après, vous le verrez de vous-même en allant le regarder. De semaine en semaine, ça sera de plus en plus facile, du moins en théorie. Et à partir de là, peut-être ouvrir un petit peu plus le cahier de jeu, donner au quarterback plus de responsabilités. Je pense que c'est vraiment la marche à suivre. C'est assurer ses victoires en début de saison. Ne pas hésiter à jouer petit bras. Enfin, petit bras. Jouer au sol est un moyen tout à fait honnête de remporter un match. C'est moins sexy, mais ça vaut autant que l'attaque aérienne. Donc c'est là-dessus, c'est de cette façon que je procéderai pour que mon quarterback s'améliore de semaine en semaine en prévision des playoffs. Et de monter en puissance comme ça a été le cas finalement l'année dernière avec voilà, Exactement. un début de saison un peu compliqué, puis derrière ça a quand même déroulé. Vous êtes jamais vraiment fait peur, hein, à part ce match contre Northern Illinois avec, avec cette Non, défaite. Après quasiment ça, jamais. ça a été quand même une saison Oui, relativement tranquille, entre guillemets. c'est Mais bon, vrai. enfin, saison tranquille, il peut avoir en college football, bien évidemment. Bien sûr. Gus, il est temps de se mouiller un petit peu. Quel est ton prono pour la saison de Notre-Dame, sachant que voilà, on peut penser qu'à 10-2, ça devrait pouvoir passer pour une place parmi les 12. Euh, voilà. Peut-être qu'on passerait pas en cas de défaite face à Texas A&M et Miami. Moi, je vise 11 victoires et une défaite. Je pense qu'on perdra un match. Le déplacement à Arkansas me fait très peur. Et si c'est pas Arkansas, ça sera soit Miami, soit Texas A&M qui sont deux très belles équipes. Maintenant, on pourrait totalement être en 12-0
Ça serait pas le signe d'une saison exceptionnelle, mais évidemment d'une équipe très très forte. Donc qualification en play-off, et je pense que nous passerons le premier tour. Il faudra voir ce que ça donnera en quart de finale, où là nous pourrions perdre, mais je pense que voilà, si nous atteignons les quarts de finale, ça serait une saison réussie. Très bien. Je vais être un petit peu moins confiant. Je vais dire 10-2. Je vais dire 10-2 parce que le fait qu'on n'ait pas encore un quarterback numéro 1 à ce moment de l'année, ça me fait un petit peu peur dans le sens, effectivement, hein, comme tu l'as dit, hein, ça peut être, on peut le lire de deux façons différentes. Moi, je le lis personnellement comme fait CJ Carr n'a pas réussi à faire la différence quand même pour ce poste de quarterback numéro 1 et c'est pas très très bon signe, sachant qu'il y a deux gros matchs qui arrivent directement. Donc voilà, donc moi je vais dire un 10-2. Ça ne m'étonnerait pas par exemple que vous commenciez à 0-2 et pour finir après en 10-0 sur la fin de la saison. Je vois quand même une qualification en college football playoff ric-rac quand même avec ce 10-2 là parce que je pense que par exemple une victoire à Arkansas, une victoire contre USC, une victoire contre Syracuse ne devrait pas être trop mal, une victoire contre Navy qui devrait être pas trop mal non plus cette année, etc. Enfin bref, ça fait quand même que le résumé, le CV devrait pas être si mal que ça. Mais je vois quand même deux défaites parce que pour moi, l'équipe est quand même, aussi bizarre que ça puisse paraître, avec une ligne offensive qui a l'air quand même meilleure. Je pense que l'équipe est globalement un peu moins forte, notamment sur la ligne défensive que l'année dernière, et qu'on sait l'importance, hein, blablabla, les tranchées, etc., etc. Vous connaissez le refrain. Mais voilà, ça manque peut-être un peu de talent, notamment à l'intérieur de la ligne défensive. Je ne sais pas ce que tu en penses, Augustin. Et voilà, ça sera pour moi la petite différence avec l'année dernière, avec cette très belle équipe voilà, qui a écrasé quasiment tout le monde avant de tomber sur potentiellement plus fort qu'elle en finale. Très bien. Voilà, voilà. Et ben, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gus, ou on a fait le Non, tour on a des bien fait le Defensive tour. Range. Bon, comme d'hab, on pourrait aller encore plus en profondeur, mais ça durerait 2h30, 3 heures. Effectivement, et puis voilà, je rappelle que Gus, tu enregistres de temps en temps des épisodes sur Notre-Dame et consacrés enfin, spécialement Notre-Dame sur l'actualité du programme qui sont dispos sur The Triplé. Donc n'hésitez pas, si vous voulez rentrer un peu plus dans le vif du sujet du programme qui a quand même des liens assez forts avec la France. Que tu tiens, Gus, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu pourquoi Notre-Dame s'appelle Notre-Dame d'une certaine façon? C'est très simple, il y a un missionnaire français qui venait de la Mayenne, si je ne me trompe pas, Édouard Saurin, qui s'est installé au bord d'un lac dans la grande banlieue de Chicago, et c'est devenu l'université de Notre-Dame-du-Lac, voilà, qui est le nom officiel de l'université, Tout à fait. soit dit en passant. Effectivement, effectivement. Ok, et ben merci Gus, en tout cas de ton aide précieuse et de tes informations. On souhaite une bonne saison à Notre-Dame. Voilà, dans une saison, voilà, pas attention quand même à la gueule de bois post championnat perdu. On se rappelle de 2012, la défaite contre Alabama avait un peu laissé des traces aussi. Oui, 2013 avait été très compliqué. Bon, je pense que là, ça serait quand même une sacrée surprise que la saison soit loupée, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'un départ en 0-2 avec les difficultés que ça peut engendrer. Ouais. Voilà pour notre épisode sur Notre-Dame. On vous remercie de nous avoir écoutés et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle preview. Salut tout le monde. Salut à tous, merci.